site infobiz.com, point de situation du 11 novembre, très tôt le matin. Bonsoir ou bon matin, suivant où vous êtes quand vous écouterez ce point de situation, ce sitrep. Alors ce soir nous allons faire comme d'habitude un tour du front, mais assez rapidement, parce que nous allons aussi parler d'une évaluation des possibilités de l'ennemi au niveau opératif et au niveau stratégique. Alors pour une situation, on se base à nouveau pour fixer les idées sur la carte de Côte Ivanov, mais comme vous pouvez la voir, elle n'a pas été mise à jour depuis pratiquement une semaine, ce qui est ennuyeux parce que cette carte permet de vérifier beaucoup de données qui ne sont pas certaines. Bon, ben on ne l'a pas, on fera ça. Donc nous partirons comme d'habitude de Mariupol, nous passerons par le verrou sur la N20 Volnovakha-Dokuchaïevsk, nous parlerons du front ouest de la zone aéroportuaire de Donetsk, de la zone de notre front ouest entre Gorlovka et Donetsk, du saillant évidemment de Debaltsevo et de notre front nord au nord de la ligne Pervomaïsk-Lugansk. Allons donc voir notre autre carte, celle de Military Maps, qui, je le répète, est très souvent mise à jour, mais pas toujours parfaitement vérifiée. Alors Mariupol, nous voyons qu'au centre de Mariupol, on nous signale des échanges de tirs, et que à proximité de la ligne de front, plusieurs explosions qualifiées de violentes. Ici, le front est instable, on a une zone qui est relativement disputée avec des avancées et des reculs, c'était déjà le cas il y a quelques jours. Combat signalé ici hier à 18h49 heure locale. Le zone donc Dokuchaïevsk qui est ici, j'ai enlevé momentanément un certain nombre d'informations pour rendre la carte plus claire. Éventuellement j'attends vos commentaires pour savoir si cela vous convient. Donc ici nous sommes à Dokuchaïevsk, nous avons été bombardés, Volnovakha est ici, la position forte qui verrouille la N20, cette N20 qui va jusqu'à Donetsk du côté ennemi. Notre position de verrouillage est une position qui couvre la N20 ici par notre artillerie et qui a été sérieusement prise à partie donc hier à 19h29 par l'ennemi, et des tirs ont aussi été signalés ici à la même heure, à vérifier pour savoir s'il ne s'agit pas des mêmes qui auraient été signalés par deux sources différentes. Alors remontons vers le nord et nous voyons à nouveau que ce verrou de Dokuchaïevsk protège le sud de Donetsk et qu'il n'est pas loin du tout. Nous avons ici une seule position qui protège encore. Et passons à la zone aéroportuaire. La zone aéroportuaire se trouve ici, et du côté du front ouest de Donetsk, en dessous de la zone aéroportuaire, nous avons Mariupol que nous avons dû quitter il y a quelques jours. Nous occupions une partie de la ville et l'ennemi en occupait une autre, et nous avons reculé légèrement sur la N15, et nous voyons que la N15 aussi est très près de l'entrée de Donetsk. Alors un petit peu sur la gauche, ici ont été signalés 150 chars de bataille, c'est tout de 150, là on voit pas tout, ouais, c'est bien ce qui est écrit, donc c'est quand même une information que je prendrai sur toute réserve, même si on ne peut pas totalement en écarter la possibilité. Donc on a reculé ici à Marinka, et on a aussi reculé à Peski dans les mêmes conditions, savoir que Peski était en partie tenu par l'ennemi, en partie par nous, et que nous n'y sommes plus. Donc la question est de savoir combien ça a coûté l'ennemi. Si ça lui a coûté très cher, ça n'est pas forcément très ennuyeux, nous permettra d'y retourner. Alors il y a des tirs, et apparemment les tirs sont principalement dirigés vers les positions ennemies, si l'on s'en tient aux informations données par la carte. Alors plus intéressant, au nord de Donetsk, il y a nos DRG, nos unités d'action dans la profondeur, qui se sont infiltrées au nord d'Avdiivka, et qui essayent de mettre de la pression. On ne peut pas prendre en tenaille, ce ne sont que des DRG, contrairement à ce que certaines disent, mais on met une forte pression sur les ennemis qui sont là. De nombreux combats ont lieu ces derniers jours, et parfois très violents, et où également les unités ennemies ont été prises à partie par notre artillerie. Alors voilà qui est plus inquiétant,
puisque nous avons ici l'axe qui part de Yasinovataya. Ne croyez pas ce qui est écrit ici dans une espèce de dialecte bizarre. Google Maps a reçu l'ordre il y a quelques semaines de traduire tous les noms traditionnels ici, qui sont des noms bien évidemment en russe, dans une région qui est russe depuis bien avant que les États-Unis n'existent, et de les traduire dans un dialecte galicien que personne ne comprend. Donc j'ai traduit autant que possible. Donc là on signale, mais la question est posée, est-ce que c'est vérifié, hein? On signale des combats de nuit à ce niveau-là, à nouveau sur la M04, donc sur cet axe Yasinovataya qui va vers Gorlovka, et qui va vers Yenakievo ici. La zone de Gorlovka pourrait, on va le voir plus tard, pourrait être sérieusement menacée par l'ennemi. C'est à mon avis une de ces options. Donc reste à vérifier, mais l'ennemi avait déjà attaqué dans cette direction et avait déjà réussi à contrôler une partie de cet axe qui pour nous est très important, nous le verrons. Alors le saillant de Debaltchevo, eh bien vous voyez que ici ce sont les dergues ennemis qui sont au travail. Donc aussi ils ont des unités d'action dans la profondeur qui viennent pratiquer du sabotage et d'autres actions dans nos profondeurs. C'est la guerre, on ne fait pas que ce qu'on veut, l'ennemi fait aussi ce qu'il peut. Sur le long du front ici, des combats sont en cours, ici des tirs d'artillerie, et ici des chars de bataille, plusieurs ont été détruits vu leur position. Je suppose que ce sont nos unités qui ont détruit des chars ennemis. Ici c'est chez nous, donc des tirs ici sur la M03, donc probablement contre des véhicules nous appartenant, et ici des bombardements à l'arrière sur une position que nous tenons également. Tout à fait à proximité de Debaltchevo, ici à l'est de la localité, eh bien à nouveau des combats. Les combats sont très fréquents dans cette zone. Nous tentons d'approcher de Debaltchevo parce que si nous arrivons à occuper et à couper ce nœud routier, l'ennemi va se retrouver dans une situation très désagréable pour lui. De la même manière ici au nord-est de Gorlovka, vous voyez que notre mini saillant semble stabilisé, sous réserve de confirmation, semble stabilisé, et que si nous avançons encore, nous allons menacer la M03 plus au nord, en sachant qu'ici il y a une importante coupure humide et qu'ici il y a une petite coupure sèche. D'après la photo satellitaire, il semblerait que ce soit une voie ferrée. Dans les deux cas, la destruction des ponts, ce pont avait déjà été détruit une fois, la destruction des ponts pourrait handicaper les liaisons de l'ennemi de façon assez sérieuse. Alors venons-en à notre front nord, qui n'a pas beaucoup bougé depuis les dernières fois, hein. C'est-à-dire qu'ici sur le poste que je vais afficher, si vous voulez bien, voilà, donc ici nous avons le poste renforcé, la position retranchée ennemi numéro 31, qui est pratiquement encerclé. Je vais retirer ça, je trouve que ça gêne la visibilité, qui est pratiquement encerclé, enfin qui est encerclé par nos unités, en particulier nos unités cosaques, et où des combats continuent d'avoir lieu. D'après les informations qui semblent se confirmer, l'ennemi est très affaibli, manque de matériel, manque d'eau, manque de munitions. On lui a proposé de se rendre, de partir librement, ce qui avait été fait et réalisé pour le poste ennemi numéro 32, mais apparemment il préfère recevoir des baffes que de partir. Bien ma foi, on aura fait ce qu'on a pu pour le préserver. Il semblerait que maintenant les choses tournent à une activité de démolition et d'anéantissement s'il ne veut pas se rendre. Sachant bien qu'on lui a proposé non pas de se rendre comme prisonnier, mais de regagner ses lignes librement. Alors ici l'ennemi tente apparemment à nouveau de passer la rivière qu'on peut suivre ici, cette ligne verte là, hein, la Seversky Donets, probablement dans l'intention de tenter de porter secours à ce qui reste de ces éléments encerclés dans la position retranchée numéro 31. Alors il avait déjà tenté ce genre d'opération en plaçant des pontons de manière à faire traverser des unités mécanisées, et les pontons ont été détruits par notre artillerie, donc il a échoué. Là je n'ai pas plus de renseignements sur ce qu'il tente de faire.
Alors dans cette zone-là, nous sommes sur le flanc ouest de la N21, qui est la ligne de vie pour les unités ennemies qui sont placées ici à Chastier, et on nous signale que nos DRG sont aussi à l'action ici, et peut-être que nous pourrons bientôt porter la pression sur cette N21 et ennuyer très sérieusement l'ennemi qui se trouve ici. Alors un peu plus à l'est, très près de la frontière russe que vous voyez ici, eh bien, des combats ont eu lieu, et ici on nous signale des combats acharnés. C'est à proximité de Stanitsa Luganskaya que vous voyez ici. Donc pas plus de détails, ça fait plusieurs jours que des combats ont lieu dans cette zone. Ils ont eu lieu plus chez l'ennemi il y a quelques jours, enfin hier, là c'est hier, oui c'est hier très tôt le matin à 3h30 heure locale, et là en revanche eh bien c'est aujourd'hui toujours heure locale à minuit et demi, et les combats sont signalés comme étant acharnés. Donc ce qui se passe, eh bien ce que j'en sais, je vous l'ai dit. Dans cette zone là où il y a un poste frontière qui est encore tenu par le Banderastan, eh bien nos partisans, vous pouvez voir ici l'indication, nos partisans sont au travail. Quels ont été les effets de ce travail? Bien, pour l'instant, on ne le sait pas. Un petit point que j'ai malheureusement omis ici, j'ai du mal à l'afficher, mais je le sais, le petit symbole qui est derrière, là, blanc, avec des étoiles noires autour, ah ben si, j'en avais parlé, je crois, pardon, c'est bien des chars qui ont été détruits, je fatigue. Alors, on va réduire un peu la carte et passer à un début d'analyse de la situation. En partant de ce qui est considéré comme à la fois le plus menaçant pour nous et le plus menaçant par l'ennemi, en jeu probablement de niveau stratégique, qui est ce saillant de Debaltsevo, où l'ennemi a concentré une force considérable, en particulier en artillerie lourde, mais aussi en blindés, et y compris avec énormément de quadritubes de 30 qui sont officiellement destinés au combat antiaérien, mais nous n'avons pas d'aviation. C'est un peu lourd pour attaquer nos drones civils équipés de caméras, et il s'agit d'une utilisation très probable en tant que matériel de défense contre des unités mécanisées ou blindées. Ces quadritubes de 30 sont très efficaces en combat au sol et ne servent absolument pas uniquement dans leur fonction première, qui est une fonction de DCA rapprochée. Alors, nous allons voir ce qui est évident, c'est-à-dire qu'ici nous avons la route de repli de l'ennemi, la M03 dans cette direction, de repli et de renforcement, bien sûr, d'acheminement de soutien ou de renfort. Et nous avons ici une route qui va ici vers Lugansk, nous en avons une autre qui passe ici entre Gorlovka, qui est ici, et Yenakievo, qui est ici, et qui se dirige vers Donetsk, qui est ici, et nous avons une troisième route qui va jusqu'à la frontière russe, en passant par des positions célèbres comme Krasny Luch. Alors, voyons une par une les possibilités de l'ennemi. Nous en avions parlé il y a déjà assez longtemps, il est intéressant d'y revenir, à savoir que depuis, ces options qui sont relativement évidentes ont été confirmées par des sommités comme Strelkov, donc il n'y a pas grand chose à changer, mais peut-être d'autres options que nous allons voir. Donc par ici, direction Lugansk. Alors, la direction de Lugansk en partant d'ici pourrait expliquer l'acharnement de l'ennemi à tenir ses positions que nous réduisons progressivement au nord de Pervomaïsk, parce qu'il y a ici une route qui va aussi vers Lugansk. Ces forces qui sont là pourraient, si elles tenaient leur position, servir de relais à une éventuelle offensive qui viendrait servir de tête de pont largement infiltrée dans nos positions à une éventuelle offensive combinée avec celle-ci partant de Debaltsevo. Les deux arrivant en direction de Lugansk ou renforçant d'autres actions par ailleurs. Donc, une de ces possibilités est la direction de Lugansk. Une deuxième possibilité est de partir vers Krasny Luch,
où vous voyez qu'il y a un nœud routier, et en fait ce nœud routier et celui qui est déjà tenu par l'ennemi à Debaltsevo sont les deux seuls nœuds routiers d'importance qui relient Donetsk et Lugansk, ce qui signifie que si Krasny Luch était pris ou si les routes tout autour de Krasny Luch étaient tenues par l'ennemi, ce qui reviendrait au même en termes de liaison, eh bien nos liaisons stratégiques entre les deux parties de la Novorussie actuellement libérée seraient largement handicapées. Alors l'effet stratégique d'une telle opération ne serait peut-être pas d'une immense importance, car à l'heure actuelle les deux forces ne sont pas réellement unifiées et ont tendance d'ores et déjà à travailler chacune à leur manière. D'autre part, l'ennemi s'avançant devrait bien évidemment affaiblir ses arrières, et s'il affaiblissait ses arrières, il ne serait pas impossible que nous le prenions en tenaille et que son saillant se transforme en ce qu'on a appelé souvent un chaudron, c'est-à-dire une zone où on encercle l'ennemi, on l'empêche de sortir et on le harcèle jusqu'à ce qu'on récupère le matériel dont nous avons bien besoin et dont il dispose. Donc c'est une option pour l'ennemi, c'est une option qui pourrait avoir assez peu d'effet, une option risquée pour lui, donc je doute un peu qu'il le fasse, mais l'ennemi ne fait pas toujours ce qu'on prévoit et ne fait pas toujours ce qu'on veut, même ce qu'on veut il le fait assez rarement d'ailleurs. Alors troisième option claire aussi, toujours par la M04 ici, entre Yenakievo et Gorlovka, et là nous voyons que ce peut-être combat, mais c'est pas la première fois que ça arrive, cette intention qu'a l'ennemi ici de tenir la M04 s'accorderait assez bien avec une action en force qui permettrait d'isoler Gorlovka. Alors, l'isolement de Gorlovka par lui-même ne représenterait pas un danger immense, mais si Gorlovka tombait ou si Gorlovka était incapable de pousser des actions en direction de Donetsk, la poche ennemie, enfin le saillant ennemi, au lieu de se situer ici, on viendrait se situer à ce niveau-là, et donc dans une position extrêmement intéressante pour attaquer Donetsk. Donc il est relativement important de conserver Gorlovka si c'est possible. Attaquer Donetsk par lui-même, nous le verrons plus tard, est quand même assez peu envisageable à court terme pour l'ennemi. Alors ces trois options, eh bien, nous en avons parlé il y a fort longtemps, d'autres personnes en ont parlé. Il y en a une autre que nous avons évoquée il y a quelques jours et sur laquelle je voudrais revenir, qui serait l'action vers le sud. Alors l'action vers le sud ne suivrait pas des voies évidentes comme celles que nous venons de voir, mais par des voies moindres, viendrait se diriger vers la N21 et ensuite vers Donetsk. Il s'agirait donc de prendre Donetsk par une zone qui est actuellement, peut-être, je n'ai pas les détails et si je les avais je ne vous les donnerais pas, peut-être moins bien défendue que le flanc ouest où nos forces sont concentrées et sont fixées par des offensives ennemies répétées et continues depuis des semaines. Donc je craindrais un peu que, comme disait Mold, que l'ennemi qui a trois solutions choisisse la quatrième, et maintenant qu'on a parlé de la quatrième, il en a probablement une cinquième. Alors voyons maintenant ce que l'ennemi pourrait faire non seulement à partir de ce saillant, mais aussi à partir de ces offensives qu'il est en train de lancer de façon continue par l'ouest. Ici, il tente sérieusement de franchir le verrou que nous avons posé à partir d'Okouchaïevsk, où notre artillerie peut battre de ses feux la N20 ici et donc détruire ses colonnes. Ici, il nous a repoussé à Marivka et maintenant il est fort proche de ce nœud routier qui est directement au sud de Donetsk. Donc si on part dans l'idée d'un assaut de Donetsk, eh bien ma foi, nous pourrions avoir un assaut à la fois par la N20, par la N15, par la N21 et peut-être au nord par la M04. Mais prendre Donetsk semble à peu près impossible à l'ennemi. Il pourrait encercler la ville, il pourrait la harceler, il pourrait y envoyer des équipes d'assassins pour semer la terreur, il peut continuer à la bombarder avec son artillerie,
mais prendre une ville, ça lui demandera probablement des mois, et d'ici quelques mois, il est probable que la junte s'effondre sur elle-même du fait de l'effondrement de son économie, de l'effondrement de ses ressources dans tous les domaines. Alors, une arrivée ici au sud de Donetsk signifie peut-être un assaut sur Donetsk, mais j'y crois assez peu, signifie peut-être aussi un regroupement pour attaquer vers le sud. Et là, il pourrait y avoir une grosse faiblesse. Et je crois que cette option a été prévue bien évidemment, mais qu'on en parle peu. En effet, l'ennemi par ici pourrait contourner nos positions, puisque vous voyez que nos renforcements sont bien sûr dans sa direction actuelle, et nous prendre par les arrières, nous prendre à revers. Alors quel est le risque dans ce cas-là? Eh bien ma foi, redescendons, et le risque dans ce cas-là, c'est qu'il arrive jusqu'à Telmanovo qui est ici, et s'il arrive jusqu'à Telmanovo, eh bien ici, entre la frontière russe et le front actuel, il y a environ une vingtaine de kilomètres. Ce qui signifie que toutes nos unités situées au sud de Telmanovo, le seul nœud routier ici, pourraient se trouver, c'est-à-dire les unités qui sont en train de tenir le front de Mariupol, front dont l'intérêt devrait quand même être discuté, parce que Mariupol n'a pas d'intérêt stratégique à court terme. Ces unités-là pourraient se retrouver enfermées dans un chaudron et dans une situation très difficile. Voilà, alors en ce qui concerne nos options, bien enfin, nous n'en parlerons pas ce soir, et quand nous en parlerons, nous ne parlerons que des plus évidentes. C'était un point de situation du site infobiz.com. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.